on met la science et l'innovation au cœur du développement de l'Afrique, beaucoup de choses vont changer. Quand je vois échec, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a dit abandonner. J'ai eu des défis. De ne pas cesser de rêver, de s'entourer de bonnes personnes, s'entourer des belles personnes qui nous inspirent. Petite intro avant qu'on ne commence. Seulement 10% des gens qui suivent régulièrement notre chaîne ont choisi de s'y abonner. Notre objectif, c'est de monter à 50%. Si jamais tu as eu à apprécier un de nos précédents épisodes, ou si tu apprécies la vidéo actuelle, est-ce que je peux te demander une petite faveur? Celle de rejoindre ces 10% de personnes qui ont décidé de s'abonner. Et je m'engage en contrepartie à te fournir des vidéos de meilleure qualité, des invités de plus grand niveau et en même temps des sujets qui sont réellement importants pour toi. Est-ce qu'on a un accord? Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dare to Dream for Africa Stories. Je suis le Dr Luria Fono, je suis votre hôte aujourd'hui. Et j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui le Dr Justine Germo-Zwendi Kumba. Justine, merci d'avoir répondu présente pour cette interview aujourd'hui. Merci Louria, je suis très ravie de participer à cette émission et c'est avec beaucoup de joie que j'ai reçu l'invitation à passer sur cette chaîne. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais partager mon expérience. Et voilà, je suis ravie d'être là. Merci Justine. Pour notre audience qui te découvre aujourd'hui, qui es-tu? Qui est Justine? Voilà, je suis Justine Germo-Zwendi Kumba. Je suis chercheur à l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales au Cameroun. Donc, j'occupe un poste de directrice adjointe de recherche à la division de la valorisation, de la recherche et de l'innovation. Et depuis un certain temps, depuis près de 4 à 5 ans, je suis intéressée à la diplomatie scientifique, à la politique scientifique. Donc, mon premier champ de recherche, d'abord, c'est biotechnologie. Je fais dans la biotechnologie végétale et je travaille avec les plantes médicinales, la culture des tissus, les composés actifs et bien d'autres choses. Donc, un autre aspect que je fais sur le plan social, les associations professionnelles, je suis membre de l'Académie des jeunes scientifiques du Cameroun. Je suis la présidente, je suis membre aussi de la Global Young Academy à l'échelle internationale, où je suis membre du bureau exécutif. Donc, on aura le temps peut-être de s'étendre un peu plus pendant l'interview. Merci. Merci Justine. On voit ton parcours très riche et vraiment brillant et successful. Tu es vraiment un leader scientifique, comme on dit, une femme leader en sciences. Tu as brisé le plafond de verre pour te retrouver pratiquement au plus haut niveau en sciences en Afrique et même dans le monde. Quels ont été, Justine, tes plus grands défis, tes plus grandes victoires en tant que femme dans le monde scientifique? Mon parcours scientifique, je rends toujours grâce à Dieu parce que c'était fait des hauts et c'est fait des hauts et des bas, des victoires. Je ne veux pas dire des échecs, mais des défis aussi. Et tout cela a permis que je puisse me forger une petite place dans cet environnement scientifique largement dominé par les hommes. On peut regarder peut-être les statistiques de l'UNESCO qui parlent de 30% de femmes comparées aux hommes. Donc, et quelque chose que j'ai appris dans mon parcours, c'est que la contribution scientifique ne dépend pas du genre. Et du coup, ça me motive à faire ma part. Quand je regarde en arrière, au lycée, au secondaire, j'avais de très bonnes notes en mathématiques. Mais j'avais quelque chose qui m'attirait un peu plus avec la biologie. Il y avait quelque chose de captivant que peut-être les mathématiques ne pouvaient pas satisfaire, quelque chose de captivant. Et j'étais vraiment curieuse sans savoir plus avec le monde du vivant. Et ça, je peux dire, orienter mon parcours à l'université où
j'ai fait la recherche, master, puis doctorat. Et mon but était d'être capable de trouver une solution pour pouvoir aider la communauté camerounaise, la communauté africaine. Et quand je regardais, le paradoxe qui se présentait devant moi, c'était les richesses que nous avons à notre niveau, les richesses en termes de sous-sol, en termes de diversité biologique. Et puis, de l'autre côté, le développement socio-économique de notre pays, ou bien de l'Afrique en général, il y a vraiment un gap. Et je me suis dit, OK, il faut que je sois un agent de changement. Au lieu de se plaindre, que je me mette dans la posture d'apporter ma petite contribution avec toutes les possibilités que nous avons autour de nous. Donc, c'est comme ça que j'ai pu m'intéresser et essayer de faire ma part. Mon parcours a des succès tels que les bourses. Tu sais, quand tu as ce message que tu as reçu une bourse, tu as reçu un grand, tu as invité à tel panel, c'est vraiment des victoires indescriptibles. Et puis, ça te fait comprendre que non, le temps, les défis que tu as pu surmonter, ça valait la peine parce qu'à un moment, ça te touche. Et puis, tu peux être à mesure de t'exprimer d'une manière ou d'une autre, ou bien d'être reconnu sur les différentes plateformes. Il y a eu beaucoup de victoires, même quand tu soumets un article et puis on accepte, tu vois, quand tu publies un article, il y a plein de petites choses comme ça qui sont très intéressantes. Mais il y a, pour pouvoir être à mesure de surmonter ça, tu vois un peu, il faut faire face à ces challenges. Déjà, le regard de la société en Afrique ou bien peut-être un peu partout en Afrique, quand on regarde une femme qui fait la recherche, quand tu as un master, après tu as une thèse, après la thèse, tu vas voyager pour faire des travaux de recherche, on se demande bien si, sur le plan familial, tu pourras être stable. Il y a parfois des messages directs, des messages indirects qui te parviennent disant, tu sais, vraiment, une femme comme ça, est-ce que c'est toi qui seras l'homme dans le foyer, bien d'autres choses. Un autre aspect que je peux voir, avant même de toucher cet autre aspect, c'est que j'ai eu la grâce de mon côté que j'avais un environnement familial très favorable. J'ai eu le soutien inconditionnel de mes parents, de ma famille, qui me disaient toujours d'aller de l'avant. J'ai des amis autour de moi qui m'encourageaient toujours. Donc, certaines personnes n'auraient pas ce genre d'environnement et puis ça pourrait les freiner, ça pourrait être, ça pourrait les freiner dans leur carrière. Un autre aspect, c'est les finances. On sait que la recherche n'est pas financée au Cameroun, en Afrique, dans beaucoup de pays, ce n'est pas financé. Alors, il faut trouver un financement adéquat pour ta recherche. Il faut trouver un financement pour toi, parce qu'à un certain âge, il faut que tu sois indépendant du soutien familial. Et, ça, et quand tu trouves un petit boulot, il faudra être en mesure de gérer ce boulot et de gérer ta recherche. Donc, c'est des challenges. Et puis, au-delà de tout ça, quand tu te rends compte que tu ne passes pas tous ces différents défis, tu gagnes quelque chose, la persévérance, l'endurance, ton rêve que tu poursuis, tu es un peu plus focalisé et bien d'autres choses. Je vais peut-être signaler un autre élément aussi dans mon parcours, c'était la rigueur dans la sélection, parce que les encadreurs ou les directeurs de thèse ont un nombre limité d'étudiants à sélectionner par an. Alors, quand tu es prêt, vous êtes peut-être nombreux avec le même encadreur, vous sollicitez le même encadreur. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer en montrant que tu peux travailler. Et pour ceux qui font dans les biotechnologies, comme moi, végétal, parfois il y a les descentes sur le terrain. Et puis on peut se demander, est-ce que toi, en tant que femme, tu seras à mesure d'aller sur le terrain avec des conditions parfois difficiles pour faire des récoltes? Est-ce que tu seras à mesure? Il faudrait que tu le prouves. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Et maintenant, quand tu réussis à avoir une collaboration et il faut que tu voyages dans un pays, il y a cette barrière culturelle, barrière linguistique qui est un défi qu'il faut surmonter. Il faut apprendre à vivre avec les gens, apprendre à communiquer, apprendre la culture des autres personnes, ce qu'ils mangent et bien. C'est des petits trucs comme ça qui parfois peuvent apparaître simples, mais il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui va avancer et puis voir ces défis comme des possibilités d'apprentissage. Puis en regardant son objectif, voilà, tu finis par les atteindre. Moi, je crois que c'est ce que et quand je regarde à chaque challenge, je vois des réussites aussi de notre côté. Donc, c'est comme une balance entre les deux.
Waouh, waouh, c'est passionnant ce que tu dis et très riche, Justine. Tu transformes tes défis en opportunités, plutôt en succès même à la fin. C'est-à-dire quand il y a un challenge, tu les transformes. C'est vraiment inspirant. Et tu as mentionné quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand on a une femme, quand elle arrive déjà en master, doctorat, la société commence à nous juger. Et on dit les longs crayons, où est-ce qu'on nous appelle les longs crayons en général? On dit où est-ce que vous allez? Qui va vous marier? Et tout ça. Mais comment on vit chez nous avec ce genre de stéréotypes? Comment une femme réussit à se débarrasser de ce genre de stéréotypes pour atteindre ses objectifs? Il faut chercher parfois du soutien ou bien juste être concentré sur tes objectifs. Tu cherches du soutien autour de toi. Si tu n'as pas autour de toi, tu peux chercher en ligne des femmes qui ont les mêmes visions que toi. Tu vois un peu, tu essaies de les suivre, tu suis un peu leur parcours. Parfois, ça t'inspire. Et aussi, parfois, qu'est-ce qu'il faut faire? Les associations professionnelles sont des environnements propices pour pouvoir, qui adressent généralement cette affaire de genre, de stéréotypes face à la femme, des associations professionnelles. Il y a plein d'associations professionnelles qui œuvrent, qui encouragent la femme dans la recherche. En s'appuyant sur ces associations, parfois on peut faire des plaidoyers, parfois on peut partager des expériences, parfois on peut porter la voix de la femme et puis montrer que les choses peuvent être faites différemment, que la science n'a pas de, la contribution à la science n'a pas de sexe, c'est pas une affaire de genre, tout le monde peut. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Ok, merci Justine. Et si quelqu'un subit actuellement les frustrations parce que tu as dit elle doit chercher des supports, elle doit chercher des associations, ou qu'est-ce qu'on fait pratiquement parlant? On va cogner où et on prend où l'information? Oui, en fait, ceux qui nous écoutent, par exemple, il y a cette plateforme que tu es en train de mettre sur pied avec des collaborateurs qui encouragent la femme. Les gens peuvent nous écrire inbox, ils peuvent regarder, peut-être au niveau du Cameroun, il y a des associations comme OWST, il y a la Cameroun Academy of Young Scientists qui apprend. Au niveau de général, au niveau global, il y a la Global Young Academy, ils ont un groupe spécial Women in Science. Il y a beaucoup d'associations professionnelles qui œuvrent pour la femme. Il faut juste chercher, peut-être se rapprocher des personnes que vous pensez, des personnes qui vous inspirent, des femmes qui vous inspirent, pour avoir des informations. Comment est-ce que vous avez fait? Quel est votre parcours? Et comment est-ce que je peux m'en sortir? En faisant comme ça, on peut trouver. Ok, super. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce que tu fais dans tes analyses de laboratoire en tant que chercheuse en termes très simples pour ceux qui ne comprennent pas du tout la biologie ou la biotechnologie? Oui, en fait, la biotechnologie végétale, on peut dire utiliser la technologie pour transformer la matière végétale et rendre ça disponible à l'homme. En d'autres termes, ce que je fais dans mes travaux, c'est que j'essaie d'utiliser la plante, la matière végétale, spécialement les plantes médicinales. Je les ramène au laboratoire, je trouve les techniques de multiplication rapide, parce que souvent les plantes font face à beaucoup de défis. Il y a des plantes qui sont malades, mais qui sont des très bonnes variétés, mais sont malades. Avec la technique que nous utilisons au laboratoire, on peut, à partir des feuilles, des graines de cette plante-là, produire un autre type de plante qui n'est pas malade. On peut produire en masse au niveau du laboratoire. On peut, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a certaines, il y a quelques années, il y a quelques années, on a travaillé sur la plante sur laquelle je travaille pour ma thèse, sur Primus africana. C'est une plante qui est utilisée pour traiter les maladies proches du cancer de la prostate. Et c'est une plante en voie de disparition, une plante qui rencontre qui a des problèmes de multiplication parce que quand on cueille les graines de cette plante, après 1, 2 mois, elle perd sa capacité à germer. Et la population, les populations locales utilisent les écorces de cette plante comme source de revenus et comme traitement, ce qui fait qu'il y a une surexploitation de cette espèce qui était menacée d'extinction. Alors, au niveau de mon travail, on a essayé de mettre sur pied une technique de multiplication rapide de cette plante, de telle sorte qu'on pourrait produire en masse la plante et donner aux paysans de pouvoir cultiver dans leur environnement parce que la plante est en voie de disparition.
Autre chose, c'est qu'on a pensé aux films pharmaceutiques. On s'est dit, on peut produire à partir de cette plante des composés actifs en laboratoire, en utilisant peut-être les feuilles, uniquement les graines, de telle sorte que les films pharmaceutiques, au lieu d'aller couper au champ, prendre les écoles ou au lieu d'aller aider à la surexploitation de ces écorces, ils peuvent travailler en collaboration avec nous pour pouvoir avoir les produits actifs directement au niveau du laboratoire. Ça donne une méthode alternative d'exploitation d'une espèce en voie de disparition. Donc, c'est l'un des avantages de mes travaux. En même temps, ça permet d'aider les populations à exploiter l'espèce pour les problèmes de santé, même pour les revenus financiers. D'un autre côté aussi, quand on produit en masse d'espèces, ça permet de conserver la biodiversité. Donc, c'est un peu ça, de manière générale, si je peux dire, ce sur quoi nous travaillons. Il y a certaines espèces qui grandissent beaucoup plus dans des endroits éloignés, qui ont beaucoup de vertus thérapeutiques. Notre travail est de trouver la condition idéale pour les ramener à notre niveau laboratoire. Et puis après, on pourra vulgariser au niveau de la population. Wow, c'est très intéressant et ça a l'air tellement sophistiqué, j'ai envie de dire, mais aussi tout aussi important parce que tu fais de la biotechnologie, mais pour y contribuer dans ton cas d'espèce à la bioconservation et préserver la biodiversité. Donc, préserver aussi la race humaine et même contribuer aux médicaments et autres, c'est wow, c'est powerful, comme on dit en anglais. C'est vraiment powerful. Bravo, Justine, déjà pour tous ces travaux-là. Avant qu'on ne va dans l'aspect reconnaissance, parce que ces travaux, vu qu'ils sont vraiment novateurs, ont dû te valoir beaucoup de reconnaissance internationale. J'ai envie de demander, est-ce que tu penses que avec les aspects recherche que tu faisais, est-ce que ça t'a permis de te préparer pour des postes de leadership? Oui, les recherches que j'ai eu à faire, spécialement au niveau du laboratoire, même sur le terrain de mon champ, ces recherches m'ont beaucoup formé. Parce que quand tu travailles au laboratoire, pour ceux qui font dans la culture des tissus, parfois il te faut 6 mois pour trouver un milieu stable de culture de ton espèce. Et pendant ces 6 mois, tu vas trouver le meilleur milieu qui a moins de contamination. Tu vas trouver le meilleur milieu qui va permettre la croissance de ceci, le meilleur milieu qui va permettre le développement de ceci. Et quand il est question de rédiger ton mémoire ou bien rédiger un article, tous ces 6 mois-là, tu ne dois pas les raconter parce que c'était des échecs. Donc, tu vas juste raconter peut-être tout ce travail de 6 mois en 2 lignes que le milieu favorable pour cultiver telle plante est ceci. Et tu as fait 6 mois pour trouver ce milieu. Donc, pour pouvoir mener une expérimentation en bout, nécessite l'endurance, nécessite d'être vraiment focalisé et puis une certaine passion. C'est des choses que, en termes de leadership, quand tu es un leader, il faudrait que tu cultives ça. Un autre aspect que je peux relever, c'est dans mon laboratoire, j'ai reçu beaucoup de conseils de mes aînés, j'ai reçu des conseils aussi des membres du laboratoire, parfois beaucoup plus jeunes que moi. Et ça développe en toi l'esprit d'écoute, de collaboration qui est très important quand tu veux guider une équipe. Tu vois un peu. Euh, quand tu guides une équipe, il est important que tu puisses prendre les avis de tout un chacun. Peut-être pas totalement les avis, mais il faudrait que tu détectes les capacités de chaque personne pour mettre ça en commun pour pouvoir avancer. Oui. Donc, je crois que ces deux éléments ont été très essentiels. Et je pourrais aussi voir comment on a la rigueur scientifique. Quand tu fais une expérimentation, tu répètes cette expérimentation plusieurs fois pour être sûr. Quand tu publies ces résultats, il faut être sûr que celui qui lit ton papier ou ton rapport, s'il procède de la même façon que toi, il aura le même résultat. Donc, il y a eu cette rigueur qu'il faut absolument. Et en tant que leader, il y a cette rigueur qu'il faudrait pour l'équipe. Et surtout, généralement, quand tu te rends compte que la vision du groupe est en train d'être défiée, il faut trouver des astuces pour que cette rigueur, il faut être assez rigoureux pour que la vision puisse persister. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire dans ce sens. Merci, Justine. Mm. Justement, parlant de vision leadership, vision pour l'Afrique, tu as une vision
très audacieuse pour l'Afrique, je suppose, parce que si tu es où tu es, parce que tu y crois à cette Afrique où la science joue un rôle majeur et central dans la transformation du continent. Est-ce que tu peux nous partager ta vision de l'Afrique et comment les jeunes peuvent y contribuer? Ah, tu sais, quand on parle, par exemple, de l'Afrique, et qu'on essaie de faire une projection, l'Afrique, c'est le continent du futur. Pourquoi l'Afrique a tellement d'atouts? En termes de population, nous sommes actuellement plus d'1 milliard. Et d'ici 2050, on parle de plus de 2,5 milliards. Ça, c'est une masse vraiment très importante. En termes de terres arables, les terres cultivables, on a 60% de terres dans le monde. En termes de réserves de minerais, 30% des réserves de minerais. En termes de biodiversité, l'Afrique, on appelle l'Afrique le second poumon du monde après l'Amazonie à cause de le bassin du Congo. Donc, si, quand tu regardes à tout ça et, et tu t'imagines que la contribution de l'Afrique en termes de recherche mondiale est de 2%. Et si on regarde les brevets, 0,1%. Alors, il est urgent vraiment que la recherche et l'innovation soient au cœur du développement en Afrique. Mon rêve, c'est que la science faite en Afrique, la science faite pour les Africains, bien pour l'Afrique, puisse rencontrer le besoin de la population. Ça, c'est mon rêve. Que cette science puisse adresser les besoins les plus urgents que l'Afrique fait face, dont l'Afrique fait face actuellement. L'Afrique est confrontée à beaucoup de challenges et la science peut adresser ces problèmes-là. C'est pour ça que moi, je pense que si on met la science et l'innovation au cœur du développement de l'Afrique, beaucoup de choses vont changer. C'est pour ça que j'adresse peut-être le message à deux cibles, les décideurs. Il faut qu'ils investissent dans la recherche. Tu vois un peu, qu'ils essaient de créer les infrastructures, que ce soit virtuelles, les infrastructures, que ce soit physiques, qu'ils forment une masse. On a une grande population qui forme une masse. Ils renforcent les capacités de cette masse-là. On ait une génération émergente des scientifiques, des ingénieurs, qui mettent en œuvre leur créativité et toute leur innovation. Parce que si on a cette masse critique-là, et qu'on trouve un environnement nécessaire pour pouvoir les absorber, on n'aura pas de fuite de cerveau. Donc ça s'adresse aux décideurs et à tous les partenaires de développement. Les pays développés ont cette stratégie qui est très intéressante. C'est qu'ils attirent les meilleurs talents. Tu vois, quand on parle des bourses sélectives, on ne prend pas n'importe qui. Le temps, ce sont des gens, ils prennent les meilleurs, ils donnent l'environnement nécessaire pour faire ces travaux de recherche, et puis un environnement qui pourra les captiver pour avoir une meilleure vie. Alors, si nous, on investit, si les décideurs investissent dans cet aspect, on n'aura pas de futur. Un autre élément, c'est peut-être, ça c'est les investisseurs, je pense aux chercheurs eux-mêmes, les chercheurs eux-mêmes. Quand tu regardes dans les laboratoires de recherche, quand tu regardes dans les instituts de recherche, les universités, il y a tellement de travaux de recherche qui sont faits, tellement de travaux de recherche, mais ça n'atteint pas la cible, ça n'atteint pas le public, ça n'atteint pas les décideurs. Donc, il faut que les chercheurs sortent de leur environnement d'experts, des statistiques, des chiffres, là, pour ramener la recherche au niveau de la population. Parce que quand tu ramènes au niveau de la population, ou quand tu conçois même des projets avec la population, et puis tu retournes vers eux avec les résultats de recherche, ils sont à même disposés de pouvoir recevoir, de pouvoir appliquer ou bien recevoir ces travaux, ces résultats de la recherche pour leur bien. Donc, et aux chercheurs, voici ce que Francis Darwin dit, qu'en science, je vais paraphraser, en science, le mérite ne vient pas à celui qui a découvert, mais le mérite vient à celui qui convainc le monde. Ça veut dire que pour que les scientifiques puissent avoir il faudrait qu'ils communiquent. Il faudrait qu'on donne le crédit aux scientifiques parce qu'ils font tellement de choses qui peuvent impacter les populations. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Les décideurs qu'ils fassent leur part et puis les chercheurs aussi, ils doivent faire leur part.
Ok, Justine. Tu dis communiquer. Justement, pendant la pandémie de Covid, on a vu que les scientifiques avaient du mal à communiquer. On a l'impression que c'est l'une des plus grosses stars des scientifiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ton point de vue, mais l'aspect de communiquer et science, on se dit que ça se limite aux conférences. On a l'impression que ça se limite aux conférences, à tout ce qui est purement scientifique. Et on a oublié que la science doit servir la communauté, justement, et qu'il faille communiquer pour la communauté et non pour d'autres scientifiques uniquement. Quel est ton ressenti vis-à-vis de la situation actuelle des scientifiques par rapport à la communication pour la population? Très peu de scientifiques communiquent réellement avec des thèmes appropriés pour le grand public. Très souvent, quand on va dans les conférences, c'est parfois spécifique à un certain domaine, quels que soient les thèmes techniques, quel que soit le statistique, les chiffres, la cible peut vraiment bien comprendre. Mais quand il revient au public, je crois que c'est un exercice qu'on devrait développer dans les institutions de recherche, dans les universités, pour savoir communiquer de façon claire, de façon précise, sans utiliser les mots techniques, de façon convaincante en fonction de la cible. Et quand on communique correctement, les gens peuvent mieux, il y aura il y aura moins de conflits au niveau de la communication. Tu vois, pendant le Covid, il arrivait parfois qu'il y ait des fausses informations qui étaient dehors, et justement parce qu'on s'attendait à un moment que les scientifiques viennent parler clairement. En fait, en fonction de ceci, voici cela. Et beaucoup de gens font confiance aux scientifiques, mais les scientifiques n'arrivent pas à se mettre dans la peau de sa cible pour pouvoir communiquer. Je crois que c'est un exercice qu'il faudrait. Il y a beaucoup de tutos, même sur Internet, qui, donnent, qui permettent aux jeunes scientifiques de savoir communiquer, aux seniors de savoir communiquer humblement leurs travaux de recherche. Oui, là maintenant c'est encore pire parce que je pense qu'avant Covid, il n'y avait pas autant de social media comme maintenant. Maintenant c'est encore pire avec TikTok, Instagram et autres. Les scientifiques se retrouvent pratiquement ou même beaucoup de plus en plus relayés au second plan au profit des influenceurs, des footballeurs, des artistes et tout ce qui va avec. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'un jeune scientifique qui veut justement communiquer, toucher la population, mais aussi qui veut montrer qu'il contribue réellement, que ses travaux sortent du placard, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre puisque s'il n'arrive pas à communiquer déjà en terre à terre, comment il va faire pour compétir avec les autres, les TikTokers et autres? Oui, oui, comment, c'est juste se former, parfois se former et parfois ça ne prend pas se former. Il y a des formations en communication scientifique, il y a des workshops en communication. Pour se former, chercher les formations, allez même sur Google, chercher des tutos. Il y a beaucoup de formations en ligne. C'est-à-dire que c'est se former. On ne naît pas en sachant faire quelque chose de manière spécifique, on apprend. Malheureusement, dans les universités, il n'y a pas il n'y a pas les différents curricula n'ont pas peut-être ce volet de communication scientifique, mais je loue de plus en plus quelques initiatives. Il y a les concours d'éloquence qui sont lancés dans les instituts, les concours d'éloquence, on va voir peut-être les prix nationaux, les prix internationaux en éloquence scientifique. C'est des choses qui pourraient captiver les jeunes chercheurs. Donc, il faut qu'ils osent aller dans ces endroits, challenger, voir un peu comment les autres font, challenger un peu leur niveau de communication. Et parfois, ils ont des séances de coaching même. À l'Académie des jeunes scientifiques du Cameroun a organisé, il y a 2 ans, un concours national d'éloquence scientifique où des gens venaient parler de leur projet en 3 minutes. C'était basé sur le concept de ma thèse en 180 secondes. On a appelé ça 3 minutes convince guys, donc 3 minutes pour convaincre la guys, où on faisait des séances de coaching, on apprenait aux jeunes scientifiques comment est-ce qu'ils peuvent communiquer clairement, comment ils pourront compétir et puis parler plus de l'impact de leur travaux. En fait, il y avait cette image qui me vient souvent à l'esprit. On dit, imagine que tu es dans un ascenseur avec un grand monsieur qui pourrait t'aider vraiment à impacter, qui pourrait t'aider à réaliser ton travail de thèse et tu es en train de rechercher le financement. Comment est-ce que tu peux, pendant que vous êtes dans l'escalier, jusqu'à ce qu'il sorte peut-être au 2e niveau, parler de ton travail en quelques temps pour que ça puisse le captiver? Donc, il y a des petits jeux qu'on faisait, des petites simulations qu'on faisait pour permettre aux gens de savoir
communiquer en un laps de temps et en disant ce qui est essentiel, ce qui pourra toucher la cible. Oui, juste pour dire qu'il faudrait que les gens se forment, il faudrait que les gens se forment, soit en ligne, soit qu'ils soient un peu en alerte aux informations qui sont circulées partout. Ils peuvent te contacter avec ta plateforme. Il y a beaucoup de gens qui t'écoutent, qui te suivent. Je crois que tu peux être très utile dans ce sens aussi. Donc, la collaboration scientifique et internationale est essentielle pour l'Afrique. Comment est-ce que ces partenaires peuvent-ils bénéficier au continent et quels sont les défis à surmonter pour assurer une collaboration équitable et bénéfique? La collaboration scientifique est très, très importante et essentielle même parce que on ne peut pas avoir le monopole de la connaissance. Et c'est très important, surtout en Afrique. Et c'est très important, mais il y a des questions qu'il faut se poser. Par exemple, qu'est-ce que j'apporte sur la table de la collaboration? Par exemple, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que ce que je gagne est assez équitable avec mon partenaire? Quelque chose comme ça. Sinon, la collaboration est intéressante. En termes, ça rapporte, peut-être, ça peut rapporter du financement, ça peut donner accès à certaines ressources, à certaines infrastructures que nous n'avons pas au niveau de notre pays. On peut avoir accès, par exemple, à la technologie de pointe. On peut permettre les échanges d'informations, des échanges de connaissances entre les savoirs locaux, peut-être les savoirs traditionnels qu'une équipe peut avoir avec d'autres types de savoirs d'un autre pays, d'une autre institution. Et puis, en matière de collaboration, quand on collabore, on est beaucoup plus visible. Le chercheur est plus visible, son institution, peut-être son pays est plus visible. Maintenant, il arrive que pendant la collaboration, celui qui apporte plus de ressources a souvent, comme le droit de veto, il décide de la proportion du gain entre griffes. Et c'est ça qui est un véritable problème. Et celui qui apporte parfois des financements, on va se rendre compte que le projet est en fonction de son objectif. On dit qu'il y a des bailleurs de fonds, mais ils financent en fonction de l'objectif du bailleur de fonds, qui ne cadre pas souvent avec la réalité locale. C'est un problème que nous avons en Afrique en général, où parfois il y a tellement de travaux de recherche les travaux de recherche sont faits, mais qui ne cadrent pas avec la réalité de la communauté. Donc, c'est ça souvent quand le bailleur vient avec ses ressources et qu'il n'y a pas une bonne entente en termes de négociation. C'est son objectif qu'il faudra atteindre. Et aussi, ce que je peux dire aussi en termes de collaboration, c'est qu'on a réalisé, il y a quelques années même, depuis que l'Afrique, en matière de collaboration, il collabore beaucoup plus avec l'Europe, avec les États-Unis, les autres continents. Mais il y a très peu de collaboration entre Africains. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager parce qu'on a les mêmes réalités socio-économiques, parfois les mêmes réalités politiques. Donc, c'est bien d'encourager la collaboration entre pays africains. Et puis, on parlait à plus de 80%, c'est à 80% de collaboration entre les Africains et les autres continents, comparé à la collaboration entre les Africains et puis entre les Africains eux-mêmes. Donc, du coup, on se dit si ça revient un peu à ce qu'on a dit au départ avec les décideurs, si les décideurs investissent, ils forment une bonne capacité, on a une bonne capacité des personnes formées dans la recherche. En matière de collaboration, ils seront plus aguerris à négocier les termes de contrat parce qu'ils auront la formation, ils auront ce qu'il faudra pour être à mesure de parler. Tu dis, on ne doit pas te captiver avec quelque chose d'alléchant que toi-même tu peux produire. Donc, ouais, la collaboration est bien, pour conclure, mais il faudrait se poser de bonnes questions. Il faudrait qu'on se rende compte que le bénéfice qu'on a est assez juste et équitable. Avec ton intérêt en politique et diplomatie scientifique, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir justement répondre à ce besoin d'avoir une collaboration plus équitable pour les Africains? La politique scientifique, la diplomatie scientifique, c'est mon second champ. Je suis très passionnée par ce champ depuis un énorme temps. Et ce que je pourrais dire pour l'Afrique, pour le Cameroun, c'est on peut gagner
dans cet aspect-là, si on a la bonne stratégie et si on fait l'investissement adéquat, l'investissement, comme j'ai parlé, en termes de recherche des infrastructures et d'autres choses, on a l'avantage sur le plan stratégique de la position de l'Afrique par rapport à d'autres continents. On peut facilement faire des collaborations, des voyages. On a l'avantage de la jeunesse de l'Afrique. Plus de 60% des jeunes, plus de 60% de personnes en Afrique ont environ moins de 25 ans. Ça veut dire que même si 2050, comme les gens font les projections, les gens seront à leur niveau, on peut dire à la fleur de l'âge, où ils pourront être assez productifs. On a les ressources, on a les savoirs traditionnels qui sont spécifiques à l'Afrique. Donc, si on essaie d'utiliser la science pour valoriser ces atouts, je crois que l'avenir du continent, l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Voilà un peu. Maintenant, moi, je me suis dit, en travaillant dans ce domaine, que je vais contribuer autant que cela peut être possible pour pouvoir que l'Afrique, que le Cameroun puisse retrouver sa place avec la science sur la scène internationale. Je vais donner ma petite contribution, quel que soit le cas. Et voilà, ce qu'on pourra faire, c'est utiliser la science pour accéder, utiliser la science pour faciliter les négociations. La science peut être utilisée même pour faciliter notre politique étrangère, pour aider à prendre les décisions au niveau de la politique étrangère, faciliter la collaboration internationale. Avec la science, on facilite la collaboration entre deux pays et même créer une passerelle entre les pays. Par exemple, quand il y a la guerre entre deux pays, la science peut être un outil comme une passerelle qui permet aux deux pays de pouvoir communiquer. Et même, par exemple, si le Cameroun est en rapport si le Cameroun et un pays n'ont pas encore de relations, avec la science, on peut créer peut-être des collaborations scientifiques pour que ces pays puissent davantage se rapprocher. Donc, je pense pour ma part que si nous utilisons la science, on peut aider à servir nos propres intérêts en tant qu'Africains, en tant que pays africain. On peut aider à servir les intérêts au niveau sous-régional et même contribuer à l'échelle globale avec la science. Mais est-ce que tu penses que les jeunes actuellement ont cette vision de la science, ont cette vision de l'Afrique que tu véhicules? Parce que moi, j'ai souvent le ressenti que beaucoup de jeunes ne se voient plus en Afrique, déjà avec le brain drain, même les plus talentueux s'en vont. Et même ceux qui ont l'impression de vouloir rester n'ont pas envie de rester, ils n'y croient plus et ils veulent tout suivre. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour revenir et voir ce que toi tu vois et y croire en fait, et se motiver? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je ne sais pas s'il y a une recette miracle, mais il faudrait juste que l'environnement soit assez, c'est-à-dire que l'environnement soit assez favorable pour qu'ils puissent rêver. Ça, c'est la place des décideurs. Et à leur niveau aussi, il faut qu'ils se rendent compte, il faut qu'ils se documentent aussi. Tu vois, ils vont aller sur Internet, ils se rendent compte des atouts que nous avons en tant qu'Africains, et puis ils se posent la question, qu'est-ce que je pourrais apporter pour la construction de mon pays, pour la construction de l'Afrique en tant que scientifique. Il y a tellement d'opportunités, il y a des gens vers qui on peut regarder et s'inspirer. Il y a beaucoup de modèles autour de nous, même si on ne les valorise pas, on peut les retrouver sur Internet. Il y a beaucoup d'opportunités autour de nous qui montrent qu'on a des atouts et qu'on peut apporter notre part. Mais il faudrait que l'environnement aussi soit assez favorable pour ces jeunes-là de rêver. Justement, tu parles de modèle. Tu en es justement tu es un très grand modèle. Comme je l'ai dit au début, tu es un très grand leader scientifique. Tu as reçu des prix de L'Oréal UNESCO. Tu es présidente de l'Académie des jeunes scientifiques du Cameroun. Tu es membre de l'Académie de la société CAPRON, Cameroun Professional Research Oriented Women. Et donc, tu œuvres pour justement sensibiliser les femmes et sensibiliser les jeunes scientifiques et les plus talentueux à croire en eux. Comment est-ce que ces réseaux, tous les réseaux que tu emploies actuellement ou dans lesquels tu exerces, j'en ai même oublié cette monde dont tu vas compléter pour moi. Comment est-ce qu'ils contribuent et qu'ils favorisent la carrière des jeunes scientifiques, en particulier des femmes scientifiques? Le prix UNESCO L'Oréal pour mes travaux de recherche, c'était vraiment un déclic dans ma carrière. J'étais très contente, très heureuse.
quand j'ai reçu ce prix, parce que ça m'a permis de réaliser mes travaux de recherche aux États-Unis, ça m'a donné, comment je veux dire, de l'espoir, ça m'a donné un peu, me permis de regarder un peu plus loin, disons, oh, si j'ai pu avoir ce prix, ça veut dire que je peux aller plus loin. Donc, ça a été vraiment un déclic dans ma carrière. Et puis, des associations professionnelles comme UNESCO L'Oréal, comme Capron sur le plan national, la Cameroun Academy of Young Scientists, la CAIS, ou bien la DYA, c'est des espaces où tu peux, très importants pour la collaboration, la formation. Ils ont des opportunités, parfois des opportunités de financement aussi, qui mettent la femme en exergue. Et puis, quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils aident à porter la voix des femmes, à porter la voix de la femme scientifique. Euh, Parfois, ils participent à des plaidoyers, ils donnent leurs avis ou des plaidoyers en faveur de la femme. Il me souvient, il y avait un document au niveau de la Global Young Academy où on devait donner notre avis euh, en fonction de comment est-ce qu'on peut supporter une femme mère scientifique. On encourageait à donner peut-être des temps supplémentaires de bourse. Si la bourse est 1 an, on ajoute quelques mois, surtout si elle est enfantée ou bien elle a allaité. Parfois, on essaie de créer les environnements favorables dans les services pour pouvoir, pour des heures de TT, pour les femmes qui ont enceinte, pour que la maternité ne soit pas un frein à leur carrière. Donc, des espaces comme ça, les associations, j'encouragerais vraiment des jeunes à faire partie des associations professionnelles. C'est des espaces qui donnent des compétences non techniques, les soft skills, qu'on n'a pas vraiment dans le cursus normal de communiquer, tu es dans des panels, tu parles au nom des femmes, vous prenez des initiatives ensemble, vous rédigez des projets, vous rédigez c'est des espaces vraiment qui renforcent les capacités, puis qui construisent des personnes, qui raffermissent les talents des personnes. Oui. Des espaces qui construisent des personnes, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu trop brisé, parce que comme tu as dit, environnement favorable, l'environnement contribuerait peut-être un peu à briser beaucoup de nos jeunes et à empêcher qu'ils atteignent le plein potentiel. Donc, il faudrait de plus en plus ce genre d'associations et ce genre d'efforts, donc beaucoup plus de scientifiques, beaucoup plus de personnes qui se lèvent pour pousser les autres à croire en eux. C'est ça que tu nous dis? Il faut que les gens fassent partie de l'association professionnelle parce que ça complète les cursus. Ça complète. Et puis, dans beaucoup de ces associations, comment je vais dire, être membre de ces associations, parfois c'est juste une application que tu soumets. Et puis, quand tu te motives bien cette application, tu es sélectionné. D'autres même, on n'a pas besoin, tu as juste besoin de t'inscrire. Je pense à OWST. Et puis, ils font pas mal de formations, pas mal de mentorats. Ils font d'activités de sensibilisation dans les établissements pour encourager les femmes, pour encourager les jeunes à faire dans la science et bien d'autres choses. Donc, les associations professionnelles, c'est un endroit de formation inimaginable. Beaucoup de capacités que j'ai eu à avoir, je les ai reçues au travers des associations professionnelles. Ou pendant que tu travailles, pendant que tu contribues, tu apprends. On dit learning by doing. Parfois, on vous capacite, parfois en prenant des initiatives, des responsabilités aussi, tu te formes. Je raisonne avec ce que tu dis parce que je sais qu'il y a le proverbe, je prends un proverbe africain qui dit si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu vas aller loin, va ensemble, go together. Et je raisonne avec ce que tu dis parce que je sais que j'apprenais très, très vite. Et à un moment donné, j'ai commencé à intégrer les associations, j'ai commencé à rejoindre des networks, rejoindre des groupes et je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce truc? Parce que là, j'apprenais d'autant plus vite, encore, pas plus vite, mais il y avait plus d'informations plus variées qui me complémentaient dans plein d'air à la fois. Et je raisonne vraiment à ce que tu dis parce qu'on a tendance à se dire qu'on connaît tout, on sait tout bien faire. Alors qu'en partant causer avec des gens, networker, juste interagir avec les autres, on apprend de l'expérience et on va plus loin en fait. C'est vraiment puissant ce que tu dis. Et vraiment, j'ai envie de demander quel est ton message d'espoir et ou d'encouragement pour les jeunes qui nous écoutent actuellement et qui ont peut-être perdu espoir. Le message d'espoir, d'encouragement pour les jeunes, c'est de ne pas cesser de rêver, de s'entourer de bonnes personnes,
s'entourer des bonnes personnes qui nous inspirent. Et les personnes qui nous inspirent ne sont pas forcément des personnes qui sont autour de nous. Avec Internet maintenant, on peut avoir des modèles qu'on n'a jamais rencontrés. C'est des personnes que tu suis à distance, tu vois sa vision des choses. C'est-à-dire, je dirais à ces jeunes de ne pas surtout ne pas abandonner, quel que soit le milieu dans lequel, c'est que ce soit le background familial, le genre, whatever, la religion, que cette personne sache que cette personne est unique en son genre et a quelque chose à apporter dans ce monde. Donc, suivre son rêve, s'entourer des bonnes personnes et puis aller de l'avant. Il y a beaucoup d'autres petites choses qu'on pourrait faire, mais essentiellement, c'est que suis ton rêve, entoure-toi des bonnes personnes et puis ne lâche jamais devant la difficulté. Ok, tu es unique, suis ton rêve, va de l'avant, ne lâche jamais dans l'adversité. Et tu as dit, entoure-toi aussi de bonnes personnes. Tu t'es sûrement entouré de bonnes personnes, Justine, pour arriver aussi haut. Qui sont tes mentors, qui sont tes role models? Ah, yes, tellement de personnes. Il y a tellement de personnes. Ça me fait penser à. Il y a un livre là que j'ai. C'est Never Eat Alone, c'est Kate Ferrazzi. Il dit que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Je suis en train de paraphraser. Ce n'est pas le manque d'argent, mais c'est de refuser de s'entourer des personnes qui peuvent t'aider à donner, à ressortir ton potentiel. Et puis, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué durant mon parcours. Alors, quand je regarde mon parcours, il y a l'aspect familial, mes parents sont vraiment mes modèles en termes de travail. Mon père disait toujours, quand tu veux faire quelque chose, mon feu père, il est mort il y a 4 ans environ. Il disait, quand tu veux faire quelque chose, fais-le bien. C'est-à-dire que si tu as la tâche de faire quoi que ce soit, fais-le bien. Et puis ma mère, elle, c'est quand tu fais quelque chose, fais avec le cœur. Quand tu combines ces deux choses, partout où tu passes, tu vas laisser la trace. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on t'a dit d'arranger les tables que tu vas juste arranger. Tu arranges bien. Si tu dois apprêter la salle, tu apprêtes bien. Si tu dois faire quelque chose, tu le fais bien. Quand tu réunis ces deux éléments-là, rien ne peut t'arrêter. Tu n'as pas besoin de te démontrer, ton travail va te démontrer. Ça, c'est du côté familial. Et puis maintenant, quand j'ai eu des encadreurs, mes encadreurs et tout, qui m'ont beaucoup soutenu. J'ai des amis aussi qui m'ont soutenu depuis très longtemps, que je ne veux même pas citer les noms ici pour ne pas laisser d'autres personnes. Il y a des personnes qui m'ont tenu vraiment la main, des personnes qui venaient vers moi disant, oh, tu as beaucoup de potentiel, il faut que tu fasses comme ça. Et je prenais avec d'humilité, beaucoup de joie les conseils qu'ils me donnaient. Il y a des personnes aussi, je partais vers des personnes, il y a des personnes qui venaient vers moi, et il y a des personnes que je suis seulement en ligne. Je vois leur vision de la vie, je vois leur manière de réfléchir, la manière dont ils... Je vais en ligne, je suis les activités, ça m'inspire. Je ne veux pas être copié-collé de quelqu'un. Parce que je suis unique en mon genre, c'est-à-dire que je prends dans leur vision, dans leur quelque chose qui m'inspire pour pouvoir bâtir la personne que je suis et faire ma personne unique. Donc, j'ai eu tellement de modèles autour de moi que peut-être je profite de cette plateforme. Ils se connaissent pour vous dire vraiment un grand merci. Et Dieu vous a mis dans mon chemin, que vous soyez abondamment bénis. Super, Justine. Merci beaucoup. On apprend aussi de ses erreurs, Justine. Quel était le plus grand échec ou alors la plus grande erreur qui t'a marqué et qui t'a permis de grandir en tant que scientifique et leader? Oui, c'est vrai que quand je regarde l'échec, j'ai toujours l'échec, ça ne résonne pas bien avec moi. Je ne sais pas pourquoi le mot échec. Quand je vois échec, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà abandonné. J'ai eu des défis dans la vie, quand il fallait finir la thèse, quand on soumet un projet, ça ne marche pas, mais dans tout ça, j'ai appris parce que c'était pour moi des opportunités de mieux me préparer pour la prochaine fois. Parfois, je soumets une application, j'ai tellement confiance que ça va marcher, et puis ça ne marche pas. Et là, je suis triste, mais après, je prends du temps, je demande le feedback, je collabore avec des personnes. Et quand je ressors encore ce projet, il est tellement bien fait. Je me dis, ah, même celui-là vraiment que j'avais soumis là, c'était vraiment pas bon. Donc, ça me permet de m'améliorer. Et à chaque fois, quand je vois un échec,
que moi, je me dis, non, il faudrait que j'arrive. Quand c'est un échec, pour moi, c'est comme un défi. Non, il faut faire face à cet échec-là et puis surpasser cet échec-là. Donc, pour moi, pas échec, peut-être défi, oui, mais pas échec en tant que tel. Parce que tous ces échecs-là, ou tous ces soi-disant échecs-là ont forgé la personne que je suis. Défi, j'aime bien les défis. Les défis, c'est-à-dire que, pas que je fais une comparaison, j'aime bien affronter les défis. Quand c'est dur, je dis, OK, il faut que je comprenne ce que ça veut dire. Pourquoi je n'ai pas eu, il faudrait que je supporte ça. Et puis, ça forge aussi mon caractère, persévérant et tout ça. Là, en fait, ton mindset est tellement développé parce que tu as carrément éradiqué le terme échec de ton vocabulaire, de ta compréhension de base. Tu considères, ça n'existe plus pour toi parce que tu considères pas l'échec. Tu considères que c'est des obstacles, tu vas prendre obstacles, tu vas prendre marche à gravir ou montagne à franchir. Ce genre de choses, c'est vraiment la marque des très, très grands leaders de réussir à couper tout ce genre de blocages, parce que ce sont des blocages qui nous font regresser. Et, mais ce sont des mindsets que pas beaucoup de personnes n'ont, encore une fois, parce que pour arriver à ce niveau, il faut vraiment travailler sur soi, il faut vraiment beaucoup, beaucoup développer. Mais selon toi, puisque tu réussis à faire tout ça et à te surpasser étant dans les mêmes environnements défavorables, entre guillemets, que beaucoup d'autres personnes, eux, ont pris à cœur et n'arrivent pas à se surpasser. Quelles sont donc, selon toi, les qualités, les compétences principales à avoir pour réussir en Afrique? Oh, les compétences. C'est vrai que l'environnement, parfois, n'est pas déjà favorable pour nous. L'environnement n'est pas favorable. Si on veut faire une comparaison, peut-être avec des gens des autres pays en voie de développement ou des pays qui sont en train d'émerger. Ce qui, il faut, quand tu te fixes des objectifs, tu as ton rêve, tu te fixes des objectifs et tu travailles à ça. Très souvent, ce que je réalise, c'est que les gens aiment parfois, entre griffes, la facilité. Les gens n'aiment pas l'échec, c'est-à-dire que quand il n'y a pas réussite, ils sont découragés et puis ça. C'est qu'il faudrait que les gens développent en eux cette capacité à voir en échec une opportunité. Quand tu développes ça, tu as ta vision, tu as ton rêve et tu dis, il n'y a pas d'échec. Tous les challenges seront ça me rendra plus fort pour pouvoir atteindre mon objectif. Fixe tes objectifs. Et même si dans cet environnement, il est possible d'aller ailleurs, avoir l'expertise nécessaire et revenir toujours. Donc, on ne peut pas tout avoir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faudrait que absolument tu trouves des moyens tu peux trouver des moyens de t'épanouir dans ton environnement, mais ça n'empêche que tu as aussi, tu trouves des possibilités qui vont te permettre de revenir être aussi beaucoup plus fort. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je n'ai peut-être pas la formule magique, mais je vais juste encourager les jeunes à croire en leurs rêves et puis ne pas abandonner parce qu'il n'y a pas de réussite. Je crois que c'est ce que je peux dire. Tu as parlé au début, tu parlais de persévérance, endurance, focus, rigueur dans la sélection, patience, esprit d'écoute. Si pour toi, tu devrais avoir des qualités essentielles au départ, c'est-à-dire si on te mettait à zéro, on te dit, OK, Justine, voici le choix des qualités. Maintenant que tu connais à quoi ressemble le monde, quelles sont les trois qualités qu'il te faudrait avoir au début ou à l'instant T où tu avais 16 ans ou 17 ans pour réussir? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut avoir au minimum? Ah, les trois. La persévérance, parce que la vie est faite de challenges. Il faut que la personne soit persévérante. Les qualités, c'est que la personne soit focalisée sur ses objectifs. Dès que tu te dis, voilà, je veux être, peut-être, je veux être un astronaute. Je veux être un astronaute. Et tu trouves le moyen pour pouvoir y arriver. En formation, en collaboration, en t'inspirant des gens, en demandant peut-être du soutien ici, que tu te fixes tes objectifs, tu sois persévérant et que tu travailles. Tu travailles et tu travailles. Magnifique, Justine, merci. Et Je t'en prie. qu'est-ce qui te fait le plus mal quand tu vois la situation actuelle de ton pays, le Cameroun, ou alors la situation actuelle en Afrique? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Qu'est-ce qui me fait le plus mal? C'est peut-être, je n'ai peut-être
pas peut-être une vision totalement africaine, sachant que chaque pays, certes, on a parfois les mêmes réalités socio-économiques, bien politiques, mais il peut y avoir peut-être des petites variantes dont je ne maîtrise pas. Je parlerai peut-être du Cameroun. Quand je regarde qu'est-ce que j'ai le plus mal, peut-être pas très mal, mais je me dis tout simplement qu'on pouvait mieux faire avec toutes les ressources que nous avons si si on donnait, on investissait dans la recherche. Parce que ce qui rend un pays développé, c'est la science. Si on investit dans la recherche scientifique, on met toutes les infrastructures nécessaires pour que le Camerounais, en quelque sorte, soit à l'aise, soit en sécurité dans son environnement. Alors, beaucoup de choses iraient. Et c'est la place des décideurs, des partenaires de développement, d'investir dans la recherche. Si on investit dans la recherche, on renforce les capacités des jeunes. Et puis, quand un jeune sort de l'école, il n'est pas en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Ou bien il n'est pas en train d'absolument entrer dans la fonction publique. On change un peu de concept, on crée des scientifiques entrepreneurs, des ingénieurs entrepreneurs, on les donne un environnement favorable pour pouvoir se déployer leur talent, leur créativité. Je crois que le Cameroun irait très rapidement. Quand tu vois le Cameroun, tu vois c'est un pays d'Afrique qui ont passé beaucoup de temps dans la guerre il y a quelques années et qui sont devant nous en quelque sorte. Parfois, ça choque un tout petit peu, mais je crois que les choses, il ne se fait pas tard. On a les atouts nécessaires, on a la masse humaine nécessaire. Il faut juste qu'elle soit peut-être bien formée. Il faut qu'on investisse dans des endroits bien appropriés pour pouvoir changer la donne. Si tu devais écrire l'histoire de ta vie, quel titre donnerais-tu à ton livre? Mmh. Wow. Ça, c'est. Je suis en train ce qui me vient à l'esprit, c'est. Hmm, ça, c'est compliqué, hein? Parce qu'en même temps, si je veux écrire l'histoire de ma vie, qu'est-ce que je vais dire? La bénédiction de Dieu. Ok, donc tout ce qui va résumer ta vie, ça s'appellera la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je regarde mon parcours, que ce soit les moments de tristesse, que ce soit les moments de joie, que ce soit parfois des choses que j'ai eu à faire, que ce soit des formations, des personnes que j'ai eu à rencontrer, avec le temps, je me rends compte que c'est comme si tout ça, c'était pour me forger à aller quelque part. Donc, il n'y a rien qui est arrivé dans ma vie au hasard et je me dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses dans plusieurs aspects, même l'aspect personnel. Il y a des formations que je fais, ça m'intéresse de faire, mais ce qui ne cadre pas avec ce que je compte faire pour l'avenir. Mais plus tard, je me rends compte que c'était très important, c'était un élément très important pour là où je suis en train d'aller. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont comme. Et puis, c'est ça. Et à un moment, je me dis, non, c'est pas le hasard. Il ne peut pas avoir une succession de hasard dans ma vie comme ça. C'est pour ça que je lui dis la bénédiction de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la science, je dirais, mais c'est un peu ça, puisque je prends ma vie scientifique et puis ma vie aussi personnelle entière. Magnifique. Merci beaucoup, Justine, pour ton temps. Merci pour ton partage et surtout merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique, pour le Cameroun et pour les femmes en sciences et pour les femmes en général. Est-ce que tu as un Merci dernier beaucoup. mot pour la fin? Merci. Oh, un dernier mot pour la suite. J'étais très ravie d'échanger sur cette plateforme avec toi et juste des encouragements à toi. Tu as un parcours qui m'inspire beaucoup. J'étais écoutée récemment euh, le leadership au féminin, c'était très, très inspirant et que tu puisses trouver de l'espace avec toutes tes petites publications pour pouvoir mettre au devant du monde des échanges comme ceci. Pour moi, je tire chapeau et que, voilà, je suis disponible à tout moment et voilà.
Merci. Merci. Merci, Justine. Merci, Lauria.